Chers amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver toujours sur le Nautique de Paris 2009. Aujourd'hui, nous vous proposons un plateau d'exception. Ce plateau est proposé en collaboration avec Voile News et Les News Magazine et pour la partie de Gérard Chenu pour le magazine Bateau, et également Overlap pour la partie production. Alors, ce plateau d'exception, on se pose tous la question actuellement sur l'écologie, le respect de l'environnement. Et nous vous proposons donc ce plateau sur les nouvelles motorisations hybrides et sur les nouveaux bateaux à moteur à propulsion électrique. Sur notre plateau, nous avons Bruno Hervouet du chantier Akius, Pierre Forgia du cabinet Finoconc, Tanguy Le Bihan, architecte pour E3H, Dino Piccolo pour Nani Diesel, Frédéric Van de Keller pour ZF et Fondation Beneteau et Yannick Wilvaux pour Naviwatt. Moi, ma première question, c'est dans l'air du temps, mais est-ce qu'il y a vraiment une réalité économique derrière tout ça? Bruno Hervouet pour cette réponse, s'il vous plaît. Oui, alors la réalité économique, nous, on ne la connaît pas encore parce que le produit vient d'être présenté au public pour la première fois samedi matin à 10 h, donc il y a 4 jours. Donc je ne peux pas vous parler de réalité économique aujourd'hui. Ce qui est la réalité, c'est la réalité technique ou technologique, puisque le bateau fonctionne depuis maintenant à peu près 4 mois et qu'il apporte quelque chose en plus. Et nous, on ne l'a pas fait avec un objectif d'écologie, on l'a fait avec un objectif de confort. Et donc nous, on navigue réellement en total silence et avec une autonomie grâce aux panneaux solaires. Voilà. Une question peut-être qui s'adresserait peut-être un peu plus aux architectes. En quoi le fait que le bateau soit électrique modifie votre façon de concevoir le bateau et quelles influences principales ça a sur la conception du bateau? Alors je vais répondre en premier là. En ce qui concerne nous, on a travaillé sur un monocoque, donc ça a été beaucoup sur l'étude des formes pour avoir le moins de traînées possible, l'étude des appendices, l'étude du système propulsif, tout en essayant de garder un peu de stabilité au bateau, parce que c'est quand même un bateau qui n'a pas de lest, qui est donc monocoque, qu'il fallait garder donc assez stable de route, qui ne roule pas trop. Donc il y a une série de compromis sur une coque qui traîne peu, mais qui est quand même stable et qui est issue quand même de ce qu'on fait quand même en voile, et qui est assez proche d'une carène de voilier. Voilà. Alors on peut rappeler que pour l'Akius, c'est un monocoque, mais il y a également des multicoques qui sont totalement électriques. Donc on a le Naviwatt avec Yannick Wilvaux. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce bateau électrique? Bien sûr. Pourquoi un multicoque? Multicoque, donc coque trimaran, moins de traînées et moins de champ de vagues. C'est un travail que j'ai fait qui remonte à peu près à 2 ans, quand j'ai commencé à dessiner des coques, et automatiquement, quand on pense à des bateaux électriques, on a envie de gagner en autonomie. Donc gagner en autonomie, gagner en traînée, et on s'oriente automatiquement vers des coques fines. Pour garder de la stabilité, en coque fine, il n'y a pas 36 solutions, on s'oriente assez vite sur un multicoque. Et aussi, alors pour parler du Zéphyr, le bateau électrique, c'est quand même un ensemble de choses qui doivent s'harmoniser pour un bateau électrique. Il y a premièrement, donc, on l'a dit, une autonomie. Il faut aussi respecter un programme avec une vitesse, donc une vitesse qui soit intéressante pour les gens en promenade. Donc, et aussi, quand on veut se rapprocher du littoral, avoir des possibilités de contrer les vents ou les courants dans du clapot. Maintenant aussi, la question du nombre de personnes et de la motorisation. Donc tout ça, ça nous a amené à travailler sur une plateforme qu'on appelle la plateforme complètement intégrée, avec sa carène, ses batteries, la gestion des batteries et le moteur. Et ensuite, on a réfléchi en fait aux différents usages qu'on pouvait adapter sur cette carène, qui sont donc les propriétaires, les loueurs et les ports. Alors, Tanguy Le Bihan, il y a 2 ans, vous nous proposiez un bateau, l'Odonata. Cette année, vous avez un nouveau bateau. Vous pouvez nous en parler? Toujours un multicoque, je crois. On avait présenté donc Odonata, qui était un trimaran électrique l'année dernière. On était invité d'honneur du Salon Nautique de Paris. C'est un super joujou qui allait assez vite. On l'a poussé à 22 nœuds d'ailleurs, Odonata. En fait, on voulait faire un bateau, on voulait montrer qu'on était presque capable de faire un bateau électrique avec les mêmes performances qu'un bateau thermique. Maintenant, depuis Odonata, en fait, on a fait une découverte du marché aussi. On a vu que les gens étaient intéressés, même si on était
qu'on en discutait avec Bruno tout à l'heure, pas mal en avance, mais je pense qu'on arrive au bon moment. Donc les gens, je pense, n'ont pas peur de la motorisation électrique aujourd'hui. Ils sont vraiment habitués à entendre parler de motorisation électrique dans les voitures, tout ça, c'est leur part tout à fait naturel. Et beaucoup de ces gens, d'ailleurs, qui ont des vélos électriques même. Maintenant, il faut vraiment adapter le produit à son utilisation. Donc nous, on a fait le choix de travailler sur des multicoques, parce que ça se prêtait bien à ce qu'on voulait faire. Et là, on a développé un bateau en partenariat avec la Fédération Française des Ports, la FFPP, qui est un bateau de travail. Pourquoi ? Parce que on a un bateau qui va avoir pas mal d'autonomie, qui fait pas de vagues, et sur lequel on travaille avec Torquido justement pour faire des pods et avoir une poussée largement suffisante pour l'utilisation qu'ils vont en faire. Donc voilà, nous on travaille c'est vrai que sur pas mal de multicoques, mais je pense que le choix n'est pas fixé. À mon avis, ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'électrique est très très bien adapté au bateau. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Et même pour les voiliers, il y a 2 ans, on a installé sur l'Alfena One un petit moteur électrique. Tout le monde nous regardait un petit peu, puis maintenant, dans tous les voiliers, on voit des moteurs électriques qui se mettent, notamment chez Beneteau maintenant. Donc on était quand même assez précurseurs sur certains niveaux de marché, mais à mon avis, demain, c'est la navigation de demain qu'on est en train de voir aujourd'hui naître, quoi. Alors Pierre, pour le cabinet Finocon, vous avez une réaction peut-être à ça sur le multicoque ? Juste quelque chose que je voulais un petit peu développer par rapport à ce que j'ai commencé à dire, et puis s'expliquer un peu pourquoi les choix entre un multicoque et un monocoque. C'est sûr que sur les rendements, avec les faibles motorisations qu'on a, peut-être que les coques fines sont plus intéressantes, mais nous on avait un programme et un usage du bateau fixé par Bruno Herouet, et qui était justement d'avoir quelque chose d'habitable, d'avoir une cabine dedans. Oui, alors, donc voilà, exactement. Voilà. Nous, on n'a pas quelque chose qu'on ne pouvait pas, sur cette taille-là, un programme qu'on n'aurait pas pu faire sur un monocoque. Voilà, c'est exactement ça. Donc, en fait, le multicoque, c'est un choix qui existe dans la voile, dans le moteur. Ça a plein de qualités. Ça a un petit défaut qui me paraît à moi essentiel, c'est que lorsque on est sur de petites dimensions, il n'y a aucune habitabilité. Donc en fait, vous prenez un bateau que je connais bien, un petit catamaran de plage, un Hobie 16, vous êtes assis avec les pieds au niveau des fesses et les conditions de confort sont pas fantastiques. Après, on s'amuse, on a des sensations qui sont formidables. Mais le programme qu'on avait, nous, c'était d'aller sur l'eau, se balader en famille, surtout en silence. Et on voulait des éléments de confort à bord du bateau qu'on n'aurait pas, nous, en tout cas, réussi à caser sur un multicoque. À savoir, une cabine avec couchette double, un coin WC, une cuisine extérieure, une profondeur de cockpit. Voilà, on voulait tout un tas d'éléments de confort et on a pensé, nous, quand on a voulu faire un bateau électrique, mais pour le silence au départ, on a pensé que c'est pas parce qu'on faisait un bateau électrique que les gens qui l'achetaient ne devaient pas avoir les mêmes éléments de confort que quand ils s'en vont avec un bateau de la gamme Jeannot ou Beneteau avec un moteur de 300 chevaux. Et bien, si vous regardez tous ces bateaux-là, ils ont une cuisine, un WC, une cabine, des bains de soleil, ils ont tout ça. Et donc, on voulait impérativement avoir tout ça sur notre bateau. Voilà. Donc, on est allé voir le cabinet Finocon qui a réussi, malgré cette contrainte qui était d'avoir du volume, donc un monocoque, qui est pour nous quelque chose d'inévitable, du moins dans des petites dimensions. On a un bateau qui ne fait que 7 mètres de long. On s'est retrouvé donc à leur demander de nous faire une carène très efficace et on a développé, nous, une propulsion très efficace également. Et je donne un simple chiffre, avec 2 kW, donc ça correspond à très peu de choses, moins de 3 chevaux pour un moteur thermique. Eh bien, on a une poussée qui est suffisante pour que notre bateau aille à 5,5 nœuds en mer. Voilà. Donc c'est une carène très économe malgré le fait qu'elle soit monocoque. Merci Bruno. Alors, concernant les nouvelles motorisations hybrides, donc Nani Diesel, vous avez déjà présenté ce moteur il y a quelques mois à la presse. Aujourd'hui, il est exposé sur le nautique. Pour ZF Fondation Beneteau, vous nous présentez en avant-première mondiale donc ce nouveau moteur. Vous pouvez un peu nous parler, nous expliquer comment ça fonctionne, brièvement bien sûr, mais comment ça fonctionne. Dino. Merci. Donc le système développé par Nani Industries, c'est un système qu'on a développé il y a 2 ans. Il s'agit d'un hybride parallèle, c'est-à-dire que le moteur thermique et le moteur électrique se trouvent sur la même chaîne cinématique. Le concept choisi par Nani, étant donné que Nani marinise une gamme de moteurs qui va de 10 à 350 chevaux, c'est de développer un système intercalé compact qui a une largeur de 12,5 cm, qui puisse se monter sur toute sa gamme de moteurs de 10 à 350 chevaux. Ça va se faire en différentes phases.
Et avec ce système intercalé très compact, pouvoir aller sur toutes les applications qui sont couvertes par les moteurs Nani, puisqu'on a à la fois des voiliers, on a des coques planantes, on a des coques à semi-déplacement, on a des trawlers, on a de tout. On a pas mal de bateaux qui fonctionnent en utilisation de mer. Et donc là, il y a un autre paramètre qui était fondamental pour nous, c'était le paramètre de la sécurité. Donc en termes de développement, parmi le cahier des charges que nous avions, on a voulu garder le moteur thermique tout à fait indépendant du moteur électrique. Donc il a sa propre batterie, son moteur de démarrage, son démarreur. Et donc, à tout moment, et d'une manière très simple, on peut passer du mode électrique en mode thermique, même si avec un parc batterie défectueux, enfin, disons qu'il y a pas mal de nouvelles technologies qui s'offrent au niveau de la propulsion électrique ou hybride, parfois des technologies fort avant-gardistes. Et disons qu'avec le concept développé par Nani, même en cas de problème batterie, l'alimentation du moteur thermique est tout à fait indépendant. On repasse sur le moteur thermique et même si vous êtes en pleine mer ou tout près de rochers, vous pouvez vous tirer d'un mauvais pas. Vous avez toute la puissance de votre moteur thermique disponible. Frédéric, pour ZF Fondation Beneteau, votre moteur fonctionne sur le même système ? Alors pour ce qui est du principe de notre système donc développé entre ZF et la Fondation Beneteau, donc je tiens à préciser que la Fondation Beneteau en fait a pour objectif de s'orienter sur les nouvelles technologies et également les préoccupations environnementales. Et donc le rapprochement avec ZF s'est trouvé de manière très naturelle car ZF dans d'autres applications développe des systèmes hybrides, notamment dans l'automobile. Et donc le rapprochement s'est fait à ce niveau-là pour développer en partenariat ce module hybride qui en fait est un concept qui permet surtout d'allier confort et sécurité pour le plaisancier sur un principe qui est hybride parallèle avec régénération. Donc ça, c'est une possibilité qui est donnée en fait aux plaisanciers d'utiliser le mode régénération, donc qui permet de recharger les batteries lorsqu'il utilise son voilier au niveau je dirais, pour régénérer les batteries. Donc c'est un complément qui permet des économies en termes de carburant et également de pouvoir au port de pouvoir naviguer sur un mode électrique qui génère absolument pas de polluants et une certaine discrétion, enfin une discrétion acoustique totale. En fait, on observe que vous avez tous des visions très diversifiées de l'intervention de l'électricité dans la propulsion des bateaux. Par exemple, si on a bien compris, votre procédé ne s'intéresse qu'aux voiliers. Alors là, le procédé est réellement développé pour une application pour les voiliers, donc pour répondre effectivement aux exigences de sécurité, de confort et de navigabilité, avec plusieurs modes finalement de fonctionnement. Vous pouvez soit actionner le moteur thermique uniquement, ou bien le moteur électrique, voire le système par l'énergie cinétique du vent, qui permet, lors de grandes traversées, de pouvoir régénérer les batteries et donc qui présente effectivement une avancée technologique particulièrement intéressante. Alors effectivement, on a une telle variété de cas sous les yeux que je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions sur à quoi va conduire dans la conception le fait d'utiliser une propulsion électrique, puisque le cas de bateaux de promenade, le cas de propulsion auxiliaire de voilier ou votre cas à vous qui va jusqu'à des trawlers comme vous le disiez, sont quand même des cas très différents. Y a-t-il quand même des spécificités dans des petits points de détail auxquels on ne penserait pas a priori ? Concernant la propulsion électrique, qu'elle soit terrestre ou marine, aujourd'hui le gros problème c'est l'intégration, enfin le gros problème qu'il faut traiter, c'est l'intégration de l'autonomie et du parc batterie. Voilà. Donc un bateau aujourd'hui, qui soit éventuellement à voile ou qui soit à moteur, c'est en fait l'intégration éventuellement de ce surpoids et de ce survolume qu'est le parc batterie. Pour les voiliers, c'est un peu faux finalement, parce que les voiliers, c'est fantastique, on va pouvoir être capable de recharger et de vraiment avoir une énergie entre guillemets verte par la suite. C'est très avantageux pour un voilier parce qu'on peut mettre un parc batterie pile poil situé au niveau de la quille, par exemple, de centrer les poids. Et nous, on l'installe là sur des voiliers un peu typés course. C'est très intéressant parce que finalement, c'est intéressant pour deux choses. Déjà en termes de coût de fabrication, on n'a pas d'échappement, on n'a pas de prise d'eau à faire, donc c'est déjà très intéressant. Et secondement, on n'a pas de réservoir, on n'a pas de gasoil ou d'essence à bord. Donc ça résout beaucoup de choses, beaucoup de problèmes.
Le seul problème aujourd'hui, et Beneteau travaille dessus d'ailleurs là-dessus, c'est la régénération, c'est tous les problèmes en fait assez complexes d'une hélice qui tourne à différentes vitesses avec des systèmes à différents voltages. Maintenant, au niveau des gros bateaux, nous on travaille aussi sur des propulsions, alors là vraiment purement diesel électrique. Parce que le diesel électrique, le gros avantage, c'est qu'on se sert de tout le couple que va avoir le moteur électrique, même aux basses vitesses. Donc, d'avoler sur des hélices vraiment dimensionnées. Donc, c'est sur des bateaux assez gros, parce qu'ils font plus de 24 mètres quand même. Je pense que le bateau hybride, les moteurs hybrides tels que les développe notamment Nani, ça va être très intéressant. Bon, maintenant, il faut qu'on puisse les adapter à peu près sur tout type de bateau, mais même pour les petits bateaux de pêche, on était obligé de mettre un trolling valve pour avancer à très faible vitesse. C'est quand même appréciable de pouvoir se balader en silence et il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui vont pouvoir utiliser ce type d'application. Donc en fait, l'électrique, à mon avis, ça va franchement chambouler la vue des bateaux qu'on va voir demain, quoi. Voilà. Alors avec un moteur Nani ou un moteur ZF, en mode électrique, on peut aller à quelle vitesse à peu près? Et après, j'aimerais bien avoir cette réponse aussi pour Acius ou Naviwatt. Avec vos bateaux tout électriques, on peut aller à quelle vitesse? Vous pouvez nous répondre déjà en premier? Oui, donc pour le mode électrique, on va dire l'utilisation au port, donc démarrage du navire, on peut aller jusqu'à 5 nœuds pour, je dirais, une durée de 3 heures environ d'utilisation. Donc c'est effectivement une capacité importante au niveau du démarrage. Et après, on peut utiliser le mode électrique aussi pour aller au-delà de 5 nœuds en cas de nécessité. S'il y a nécessité effectivement de faire des manœuvres d'urgence, de pouvoir aller sur des vitesses de 8 nœuds, mais évidemment sur une durée plus limitée. Mais je dirais l'important, ce qui a été vraiment pris en considération dans ce développement, c'est la sécurité, la possibilité d'utiliser à tout moment le moteur thermique, si jamais il y avait nécessité de l'utiliser. Et vous, Dino, avec vos moteurs, on peut atteindre quelle vitesse en mode électrique? Mais le commentaire est identique. Donc, en termes de cahier des charges, effectivement, ce qu'on souhaitait atteindre comme vitesse, c'était de l'ordre de 4, 5, 6 nœuds. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la courbe d'hélice, de la cubique d'hélice, on absorbe énormément de puissance dès qu'on quitte ces vitesses-là. Et donc, le système qui a été développé par Nani est aussi en système accessoire pour naviguer dans ces vitesses-là. Ce que je voulais ajouter, c'était qu'en termes d'autonomie, la seule manière de parler d'autonomie, c'est de discuter de la capacité de batterie qu'on veut bien prendre à bord. Donc, les 3 heures d'autonomie sont directement liées à la capacité des batteries qu'on va mettre à bord. Donc, en fait, plus on a de batterie à bord, plus le bateau sera lourd, mais plus loin on peut aller. C'est bien ça? En électrique, oui, c'est exactement ça. Après, alors, quand vous fonctionnez en moteur thermique, vous rechargez les batteries. Et donc là, en fonction de la technologie de batterie que vous utilisez, le temps de recharge peut être plus ou moins long. Alors Yannick, sur votre bateau, et puis Bruno sur la Kius, vous pouvez atteindre quelle vitesse? Expliquez-nous un petit peu. Sur le bateau Zéphyr, on peut atteindre une vitesse de 8 nœuds. On a choisi, pour des raisons de simplicité, de mise en place, d'utiliser un moteur hors-bord qui fait un moteur de 4 kW. Donc aujourd'hui, c'est le plus gros moteur hors-bord, enfin la plus grosse puissance hors-bord. Elle a été équipée sur ce bateau-là pour des raisons d'échouabilité du bateau et de facilité de manœuvrabilité. Donc on atteint 8 nœuds avec ce moteur et on est à peu près à 800 watts consommés, mesurés, quand on est à 5 nœuds. Et pour vous, Bruno? Alors nous, on a une vitesse maximum qui est d'un peu plus de 7 nœuds. Une vitesse de 5,5 nœuds en consommant 2 kW. Alors tout à l'heure, il a été rappelé qu'évidemment, l'autonomie des bateaux va dépendre du parc de batterie. Ça, c'est en grande partie vrai. Ça dépend aussi beaucoup du rendement de la chaîne de propulsion et donc de la traînée aussi, de la carène, un peu aussi du poids du bateau, mais à nos vitesses, le poids du bateau n'a pas une grande importance. Donc en réalité, si on doublait le parc de batterie sur notre bateau à nous, ça n'aurait quasiment pas d'influence puisque ça rajouterait uniquement 240 kg. Et en fait, comme on est sur une coque archimédienne, donc une carène qui est enfoncée dans l'eau, ça ne changerait pas grand-chose en fait en termes de vitesse atteinte ou d'énergie consommée pour aller à une même vitesse. Par contre, on doublerait l'autonomie. Ce qui caractérise par contre la Ecous, c'est qu'en fait, on produit de l'énergie en permanence à bord du bateau. Et les batteries sont des batteries tampons. Je m'explique, on a sur le toit du bateau, sur le bimini qui est repliable, on a une certaine surface de panneaux solaires et on produit en gros 700 watts. On stocke dans des batteries une quantité d'énergie qui correspond à 10 kWh et puis on consomme avec notre moteur à peu près 2 kW. Vous voyez bien qu'il y a un déficit
puisque à chaque heure où on va naviguer, il faudra qu'on prenne 1,3 kWh dans les batteries. Et donc on appauvrit petit à petit nos batteries quand on navigue. Simplement, on est parti, nous, du principe que le bateau avait un programme qui était assez précis, enfin précis et large. C'est le programme qu'ont les 3/4 des familles qui ont un petit bateau, un déboat au bord de la mer. C'est qu'on va faire un tour en bateau, on va sur une plage, on pique-nique, on va se balader, on repart, on va se baigner, on va au mouillage, on mange et puis on rentre. Et en fait, on n'a pas navigué 8 heures dans la journée. Donc le principe qu'on utilise, nous, c'est de dire les panneaux photovoltaïques produisent en permanence. Lorsqu'on démarre le moteur, c'est d'abord l'énergie des panneaux photovoltaïques qui alimente le moteur. Lorsqu'on a besoin d'une quantité qui est supérieure à 700 watts, ce sont les batteries qui fournissent. Et lorsqu'on coupe le moteur, à chaque instant de la journée où on coupe le moteur, l'énergie produite par les cellules photovoltaïques part dans les batteries pour les recharger. Et dans le cadre d'un usage familial, c'est-à-dire celui que j'ai moi dans le Pertuis-Rochelet, mais celui qu'auront d'autres personnes ailleurs, eh bien finalement on est totalement autonome, on ne se rebranche pas à quai. Donc on n'a pas besoin d'avoir un groupe électrogène à bord ou un moteur diesel pour recharger, c'est le soleil qui nous fournit l'énergie. Donc finalement on a parlé de vitesse comprise entre 5 et 8 nœuds. La question, je la poserai plutôt à Tanguy Le Bihan. Vous avez fait un bateau qui allait à plus de 20 nœuds les années passées. Est-ce que cette expérience vous conduit à penser que l'électricité c'est aussi pour les bateaux rapides, ou est-ce que vous préférez la cantonner aux bateaux lents? Moi je m'éclate à faire des bateaux rapides électriques. Après c'est le prix des batteries, quoi. C'est-à-dire qu'on pousse à 22 nœuds, alors ça dépend pendant combien de temps. 17 nœuds pendant 1 heure de nata, 22 nœuds pendant les 17 minutes on va dire. 20 000 € de batterie lithium à bord, c'est sympa. Non, il faut rester à peu près cohérent. Mais ce qui est super dans cette expérience-là, c'est que le prix des batteries, c'est comme l'informatique, c'est que tous les 3 mois, ça va évoluer. Et il y a des nouvelles technos. Là, aujourd'hui, par exemple, sur les bateaux de travail, à Rémora, on travaille sur du plomb pur, parce qu'on a besoin on a besoin de biberonner. Alors, le biberonnage, c'est la recharge partielle. Donc, on n'est pas capable de travailler sur n'importe quel type de batterie. On a une réalité industrielle de la chose, c'est-à-dire que nous, à un moment donné, on voulait travailler sur des batteries lithium, sauf que les batteries lithium, c'était fabriqué en Chine et tout ça. Bon, bref, s'il y avait un problème sur un parc lithium, ça pouvait mettre 2 mois à arriver. Donc, vous vendez un bateau, un nœud de nata, allez, on va dire à 160 000 € à quelqu'un dans le sud de la France. Il tombe en panne. Si au bout de 2 mois, vous n'avez pas les batteries, que ça tombe au mois de juin, bon, vous n'êtes pas très copain avec votre client après. Non, il faut attendre un petit peu, je pense. Et puis après, on n'a pas forcément. Je pense que le luxe, c'était Jean-Marie Finot qui disait ça. Finalement, peut-être que le luxe, c'est d'aller lentement sur l'eau. À quoi ça sert parfois d'aller vite sur l'eau? On sera toujours obligé d'avoir des bateaux à moteur, de toute façon. Les voiliers, c'est fantastique, mais tout le monde ne peut pas faire de la voile. Et des produits aujourd'hui qui sortent, la EQS, ça exprime bien ça. La EQS, finalement, c'est comme naviguer comme sur un voilier, mais sauf qu'on n'a pas envie de faire de voile. Donc non, le marché du bateau électrique est vraiment réel et ça va vraiment évoluer. Les bateaux rapides, on va être capable de les faire. Quand les prix des batteries type lithium polymère ou nickel zinc, il y a un paquet, les plombs carbone là, qui sortent, et je ne vous parle pas des piles à combustible, vont avoir une réalité sur le marché. On va être capable de faire franchement des joujoux super intéressants. Nous actuellement on sort un joujou l'année prochaine qui va vraiment être extrêmement rigolo et qui va aller vite. Voilà. Juste un petit détail quand même à propos des batteries. Leur capacité, l'énergie massique qu'on met dans une batterie, elle sera toujours avec un ratio de l'ordre de grandeur de 1 à 100 par rapport à l'essence ou au diesel. Donc il faut rappeler ça, c'est qu'avec des batteries lithium-ion, on stocke à peu près 4 fois plus d'énergie que dans des batteries plomb. Et ça reste encore un ratio qui est de 1 à 100 avec de l'essence. Donc on pourra faire des progrès avec des progrès peut-être d'un ratio de 1 à 2. On restera encore avec une énergie stockée qui est très très faible. Donc il va surtout falloir l'économiser, et probablement que les bateaux de grande série qui vont être vendus dans les années à venir et qui seront électriques, ça j'en doute pas, seront des bateaux qui ne seront pas rapides avec des carènes archimédiennes, et ils seront sur le programme de vitesse d'un voilier et pas celui d'un bateau à moteur qui va à 40 nœuds, ça c'est une certitude. Alors pour conclure, on s'aperçoit qu'effectivement ce sont les moteurs qui sont hybrides, qui sont un peu plus chers que les moteurs classiques, des bateaux tout électriques qui sont un peu plus chers en moyenne que les bateaux classiques. Est-ce que vraiment cet écart de prix est justifié? Frédéric? Moi, ce que je voulais dire, c'est que le module hybride qui a été développé avec la Fondation Beneteau a vraiment eu l'exigence d'avoir un concept qui s'adapte à l'utilisation des plaisanciers. C'est-à-dire qu'on a finalement trois modes de navigation. Vous avez la navigation côtière, pour lequel vous pouvez utiliser le mode électrique pendant environ 3 heures. Vous avez la navigation hauturière, où là, vous utilisez la régénération
pour, je dirais, recharger les batteries, et donc vous n'utilisez pas de groupe électrogène. Et puis vous avez le mouillage, pour lequel vous pouvez utiliser pendant environ 3 jours du courant sans groupe électrogène. Donc par rapport à ce qui a été dit, je pense que le souci principal qui a été mis en avant pour ce développement, ça a été de développer un concept hybride qui s'adapte aux attentes du plaisancier. Hein, ça a vraiment été une exigence à ce niveau-là. Bruno, une réaction? Oui, alors une réaction sur le prix. Nous, on a regardé évidemment, bon, on a travaillé sur notre prix de revient et donc sur notre prix de vente. Et puis on a après seulement regardé ce qui se passait sur les autres bateaux. Et puis très naïvement, j'ai pris des modèles, alors je ne vais pas citer de marque, hein, je vais juste dire le Cap Bip 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 750, je pensais qu'il faisait 7,50 m. Et donc je trouvais que j'étais finalement aussi cher que ce bateau-là qui était sensiblement plus grand que le mien. Et je me suis rendu compte qu'en fait il ne faisait pas 7,50 m, il faisait moins de 7 mètres, il était même plus petit que le mien. Et finalement je suis au même prix. Donc en fait nous on échange, nous on offre, si vous voulez, notre offre à nous, c'est ce qu'on appelle nous du confort, en tous les cas du silence, sans doute un respect de l'environnement. Ça, c'était pas ce qu'on recherchait au départ, mais je crois qu'on est le seul vrai bateau sans aucune émission de CO2 sur sa propulsion. Et on est à peu près au prix d'un bateau qui, lui, va beaucoup plus vite. Donc, c'est aussi ce que peuvent rechercher d'autres gens. Hein. C'est une autre offre. Mais on est dans les mêmes prix, voilà, à 1 000 € près. Dino, le mot de la conclusion? Excusez-moi, mais ce qu'il n'a pas dit en plus, c'est qu'après, quand vous faites un semi-rigide qui va à 40 nœuds, par exemple, il faut aller commencer à la mettre un peu de gasoil ou d'essence derrière, et là, ça coûte plus tellement cher finalement quand c'est le soleil ou même quand c'est la prise de quai pour nous. Donc finalement, l'amortissement, un bateau électrique n'est pas plus cher, il est même moins cher. La conclusion, Dino? Mais en termes de prix, je dirais qu'on doit être les moins chers sur le marché. Forcément. Non, mais ce que je voulais faire, c'était peut-être jouer un petit peu les vilains petits canards, juste sur la fin. En termes de véhicules hybrides, à partir du moment où vous avez un souci avec le parc de batterie, votre véhicule hybride s'arrête, vous n'avez plus de marche arrière, vous n'avez plus de marche avant, vous le garez sur le bord de la route, vous appelez un taxi et on n'en parle plus. À partir du moment où vous êtes dans un bateau et vous avez le même type de problème, vous êtes quand même au milieu de nulle part. Et enfin, la philosophie qu'on a voulu adapter, c'est vous ne perdez pas la marche arrière, vous ne perdez pas la marche avant, vous tournez la clé, vous démarrez le moteur thermique, vous rentrez à la maison et après vous appelez quelqu'un pour dépanner votre parc batterie. C'est la philosophie d'un motoriste, évidemment. Là, tous vos projets sont vraiment louables, bravo. Ça va dans le sens de l'écologie, donc on ne peut que vous aider, que ce soit les bateaux électriques ou les motorisations hybrides. Messieurs, merci pour vos interventions.